Bonjour. En fait, le générique était un peu plus long, mais on a dû se tromper quand on l'a envoyé par WeTransfer, par ces médias d'aujourd'hui. Oui, il est un peu coupé. Oui, c'est un peu coupé. Bien, bonjour. Je ne vous présente pas Mireille Dumas, donc je vais vous la présenter. C'est la dernière d'une famille nombreuse de 6 enfants. Elle en parlera parce que c'est sa jeunesse qui raconte aussi la suite. Elle a commencé par être journaliste au Monde, au Matin de Paris. Et puis, dans les années 1980, elle a quitté la plume pour, je dirais, la caméra, pas directement, mais être devant la caméra, peut-être. C'est la rentrée dans la télé, j'utilise le mot de rentrée exprès. Et en fait, c'est 10 ans de travail entre les années 80 et 90, où elle va effectuer un travail documentaire, et notamment travailler énormément sur des problématiques de société, le monde enfermé, la prison, la prostitution, les histoires effectivement de psy et autres. Et c'est un langage nouveau. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas pensé qu'on pouvait travailler et présenter pour un grand nombre effectivement ce questionnement sur le monde social, sur la société. Et puis en 92, cette fois-ci, elle découvre à partir de ce travail, sûrement on va en parler bien sûr, cette fameuse émission Bas les masques. Alors là, ça a été le lieu des coming out répétés, ça a été une nouvelle plongée. Pour la première fois, peut-être aussi, le discours est en train de se psychologiser dans le monde français, en tout cas, et cette psychologisation du monde, dans le fond, accompagne Bas les masques, ou alors c'est Bas les masques, peut-être, on va en parler tout à l'heure aussi, qui va aider à développer justement ce langage étrange qui va bouleverser de certaine façon notre rapport au monde par le biais d'une expression de l'intime acceptée par tous et notamment donnée à travers la télévision. Et puis 1997 jusqu'à 2000, ça s'appelle La vie à l'endroit. Alors là, c'est intéressant parce qu'elle va travailler presque comme un ethnologue. Elle va aussi bien filmer des mariages, essayer de voir ce qui se passe, comment sont les relations, je dirais, jusqu'à l'Assemblée nationale. Comment vit l'Assemblée? On a présenté récemment les coulisses de l'Assemblée nationale. C'était mieux, toi. Tu faisais l'ethnologie de l'Assemblée nationale. Oui, exactement. De l'intérieur, absolument. Donc c'est à nouveau, mais ce que je veux dire, c'est une posture nouvelle aussi qui se met en place. C'est qu'on vous propose de partager la banalité du quotidien. Quand je dis banalité, c'est au contraire cette vie familiale, cette vie quotidienne. Et on commence à la présenter à la télévision. On ne pensait pas qu'à part les fêtes, les choses profondes, la philosophie transcendantale et autre chose, la télé était digne d'offrir effectivement une vision du monde qui se serait intéressée au quotidien, plus que ça même à l'intime. Et d'ailleurs, cette question de l'intime va surgir d'elle-même à travers son travail. 2000 à 2011, c'est ce qu'on vient d'entendre tout de suite, c'est vie privée et vie publique. Et là, il faut se rendre compte que dans cette émission, plus d'1 millier de personnes sont passées, je dirais, devant le questionnement et les interviews des personnalités. Et je voudrais signaler, mais je fais une petite pirouette, si vous voulez, c'est que son dernier film est intéressant aussi du point de vue de l'intime. Ça s'appelle Des ordures et des hommes. C'est à réfléchir. Mais on peut l'entendre comme on veut. En hommage à Steinbeck, hein, quand même. Voilà, absolument. Non, c'est un film formidable, justement, sur ce que c'est que des déchets dans une grande ville. Mais j'entends à tous les niveaux de la question, c'est-à-dire aussi bien des gens complètement oubliés dans des souterrains parisiens que, effectivement, les poubelles qu'on ramasse habituellement. Donc, je voulais simplement vous signaler aussi, vous l'avez peut-être vu, mais pour avoir une vision plus complète du travail de Mireille, est passé il n'y a pas très longtemps sur la 3, je crois, les années télé de Mireille Dumas. Parce que Mireille Dumas, j'ai oublié de vous le dire, elle a fait beaucoup de télévision. On vient de l'entendre. Hein. On vient de l'entendre. Donc, voilà aujourd'hui, effectivement, qu'on est en train de réfléchir sur vie privée, vie publique. En gros, on est en train de travailler l'intime. Et d'une certaine façon, on est en train de travailler quelque chose qui nous paraît évident maintenant, c'est l'idée du privé. Ça a été beaucoup évoqué ce matin par notre sénatrice,
effectivement, comment est-ce qu'on fait pour se cacher ou comment est-ce qu'on fait pour se montrer? Comment est-ce qu'on peut être présent tout en étant absent? Comment est-ce que, finalement, on a le droit ou pas d'utiliser ce mot de l'intime? Eh bien, pendant très longtemps, l'idée de pouvoir montrer l'intime, c'était de l'ordre du tabou. Et je crois que le travail qu'a fait Mireille avec Bas les masques au début, quand je vous disais c'était une série de coming out au sens où les gens se révélaient être imparfaits, ça c'était très mal vu, mais finalement ça a fini par être entendu. Il faut se rendre compte que dans l'histoire des hommes, c'est pas la première fois qu'on pose cette question-là. J'entends au sens historique, et cette vision qu'on peut avoir du monde, qui sera forcément une vision anachronique, puisque je vais regarder le monde depuis aujourd'hui, mon petit 21e siècle, mais en réalité, si on réfléchit à cette idée tout à fait nouvelle qui est apparue vers le 14e, 15e siècle, c'est l'idée du privatus, l'idée du privé, l'idée d'un espace où on pourrait se retrancher de la société pour pouvoir échapper justement à tout jugement. Alors il faut se rendre compte que la vie dans les maisons, dans ces 15e siècles et suivants, bien entendu, et avant évidemment, était une vie qui était des vies en fait partagées, constamment partagées, et à chaque fois c'était des familles élargies. Jamais une maison était seule, toute maison était habitée. Et il a fallu, petit à petit, qu'il y ait un développement économique, 14e siècle, où il y a eu la possibilité, pour une nouvelle classe sociale qui était en train de se développer, j'allais dire, en faisant sécession d'avec le monde de la noblesse et d'avec le monde, je dirais, de la pauvreté, entre guillemets, c'est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie va commencer à s'enfermer sur elle-même pour pouvoir cacher son intimité, pour pouvoir cacher effectivement sa quotidienneté. Et quand on regarde simplement, si vous allez dans un musée, vous regardez des tableaux, vous allez voir aussi pas mal de gens en prière, on l'a vu hier, vous avez vu que c'est au XVIe siècle. Ça veut dire qu'il y a des espaces pour prier, c'est pas forcément l'église, c'est pas forcément un confessionnal, c'est un endroit très particulier qu'on appelle la chambre. Et voilà que dans ces époques qui ont été très dures au sens quotidien du terme, avec beaucoup d'épidémies, des guerres qui n'en finissaient pas, des jeunes qui mouraient justement de l'épidémie ou de la guerre, quelque chose a commencé à se développer, c'est la sensiblerie, quelque chose de sensible, d'un rapport au monde tout à fait nouveau, qui nous mettait dans une position d'essayer de ne pas manifester ce qui justement dérangeait l'ordre social, c'est-à-dire de pleurer. Pleurer pour un homme, c'était impossible. Et donc, on se retirait dans sa chambre, on était dans l'intimité. Pour une femme, la question pouvait se poser aussi, mais dans la chambre, elle faisait des choses absolument horribles, figurez-vous. Elle pouvait écrire, elle pouvait lire. Et puis, c'est aussi le moment où le corps va se transformer, c'est-à-dire son rapport au corps, dans l'intimité. Vous avez tous vu les images des riches heures du duc de Berry, où on voit pour la première fois ce que c'est que l'intime, c'est-à-dire l'hiver est représenté par une femme devant la cheminée qui a les jambes écartées et qui se chauffe, effectivement. Mais jamais on n'a pu représenter ce corps avant dans cette posture-là. Donc, c'est-à-dire que l'intime commence à émerger très doucement, et au XVIIIe siècle, quelque chose va se produire à nouveau. Ce sont des transformations, cette fois-ci quasi techniques, si je puis dire, entre autres choses par rapport à l'intime. Ce que je dis est un peu fort peut-être, mais c'est la révolution du siphon. C'est-à-dire, c'est le fait d'habiter un espace dans lequel on puisse continuer à vivre sans être repéré, avec cette apparition de l'hygiène, avec cette apparition du retour sur soi, si je puis dire, et d'autres choses aussi vont se produire du niveau de l'intime. Ça va être la fin de la domesticité organique. Ces gens, effectivement, qui assistaient à tous les moments de la famille, qui étaient là constamment, qui vidaient les pots, qui faisaient la nourriture, qui partageaient le monde, etc., ils vont être envoyés au 6e étage. On est là pratiquement au 19e, c'est la révolution haussmannienne des espaces. Mais les espaces, ils sont faits pour être habités, les espaces, ils sont faits pour abriter aussi notre intime. Et donc, on va voir se développer un rapport, effectivement, au quotidien très particulier. Et j'insiste, effectivement, sur cette idée du quotidien, c'est que non seulement l'intime va se resserrer, mais en même temps, il va devenir, je dirais, presque une base d'expression, parce qu'on va commencer à sortir. Et sortir, en dehors de l'étymologie, j'ai raconté 15 fois, mais elle est toujours intéressante, c'est marqué « sortie ». N'oubliez jamais qu'en passant la porte, je dis ça par rapport à vos risques, vous risquez de tomber sous le coup des sortilèges. Donc ça veut dire
excepté la porte qui n'existe que de l'intérieur parce que justement elle vient clore ma vie quotidienne et je fais ce que je veux dans ma maison. Notre anthropologue a parlé de la maisonnée ce matin, c'est exactement ça, c'est un espace réservé dans lequel personne n'a le droit de rentrer, sinon un familier. À tel point, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Hitchcock, Fenêtre sur cour. Vous voyez la première scène, il regarde par la fenêtre, il voit un couple rentrer dans un appartement en dessous de chez lui, et le couple s'embrasse. Je traduis immédiatement, ce sont des amants. Non, ils ressortent. Et le type rentre avec la femme dans les bras. Ce sont des gens mariés, c'est juste le mariage. Et c'est une attitude qui dure depuis l'époque hellénistique, depuis les Grecs. Pour éviter que le seuil ne soit témoin de l'entrée d'un étranger à l'intérieur de votre domicile, on porte le nouveau, l'étranger, dans les bras. Et une fois qu'il sera dans l'oikos, dans la demeure, il pourra ressortir parce que le seuil ne comptabilise pas les gens qui sortent, il ne fait attention qu'à ceux qui rentrent, parce qu'il est gardien justement de l'intimité. Donc on est dans des histoires très particulières qui vont se développer comme ça. Il se trouve que parmi mes ethnologies, j'en ai fait quelques-unes paradoxales, dont l'ethnologie de la chambre à coucher. Je me suis occupé de l'intime pendant 6 ans, effectivement, et Michel Perrault en a parlé hier. Effectivement, la chambre est un révélateur, on pourrait dire, des transformations intimes de chacun de nous. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est quand j'ai travaillé sur la porte. Je me suis rendu compte que le terme d'ouvrir, ouvert, est apparu en 1180, et fermé est apparu un siècle plus tard. Donc ça vient exactement corroborer ce que je vous disais par rapport au fait que l'intimité, c'est l'endroit où on peut échapper à l'autre. Ça voulait dire qu'une porte n'était pas faite pour être fermée, elle était faite pour être ouverte. À tel point que les serrures à 2 entrées n'ont commencé à exister qu'au XIVe siècle. Et elles marchaient que de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Parce qu'en fait, on se barricadait dans une maison derrière sa porte pour conserver, pour éviter les vols, pour éviter les intrusions et pour éviter d'être témoin justement de cette vie très étrange qui est la vie quotidienne entre des gens d'une même famille. Et puis vous voyez apparaître Fragonard, le verrou, cette chose absolument incroyable quand on y réfléchit, c'est qu'on commence à s'enfermer nous-mêmes dans notre propre maison par rapport aux autres. On met des volets aux portes, on met des volets aux fenêtres, on met des verrous aux portes. Et on pousse ce verrou pour échapper effectivement à la présence de l'autre. Mais comment on a pu imaginer s'enfermer chez soi? Donc ce que je vous disais sur la transformation du rapport avec l'autre, elle est là présente, l'intimité devient l'explication centrale de la vie quotidienne, on se clôt en dedans, on habite des clôtures, et d'une certaine façon, on va voir se développer à ce moment-là un nouvel ordre intime. Alors, je ne veux pas développer sur l'éruption du privé, sur l'histoire effectivement des gestes intimes. Toutes ces transformations sont là. Il y a des façons de se comporter qui font que, est-ce que je peux me gratter devant quelqu'un? Est-ce que je peux me retourner? Est-ce que je peux retirer ma chemise? Est-ce que je ne peux pas la mettre? Et si je la mets, est-ce que je ne vais pas provoquer un drame épouvantable? Souvenez-vous de Lancelot, qui a osé dormir avec une belle femme qui avait un désir fou pour lui et qui a gardé sa chemise. Mais c'était absolument une horreur, alors qu'elle désirait tant être proche de lui, parce qu'on dormait nu à nu dans les bonnes familles. Donc on en est là, avec une réflexion, si vous voulez, du point de vue historique, si on la prend, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce risque, effectivement, de développer un regard qui ne correspond pas à notre actualité. Et voilà que Mireille arrive, et nous propose un énorme saut. On est d'un seul coup sur les années 2000 et on est même en 2000, c'est-à-dire qu'on change de siècle. Et on rentre dans le 21e siècle avec un mot d'ordre, parce que c'est une des meneuses du système. C'est vie publique, vie privée. Et là, c'est la première fois que la télévision va à la rencontre des autres. Qu'en dehors de cinéastes sensibles qui ont existé, bien entendu, la télévision, c'est-à-dire cette lucarne qui fait partie de notre quotidien, qui est là quand on déjeune, quand on dîne, quand on dort. Et Mireille part à la rencontre des autres et, en fin de compte, elle essaye de comprendre ce qui se passe. Elle essaye de comprendre qui est qui. Et elle devient portraitiste. Dans le fond, si vous regardez bien aujourd'hui, avec un petit peu de distance, les émissions de Mireille, vous verrez que ce sont des portraits. Et qu'elle est portraitiste de notre époque. C'est plus la peine de faire des portraits avec des pinceaux, faisons-les avec des télévisions. Donc ils sont à la fois
à mon avis peut-être parfois moins talentueux, mais peuvent être aussi extrêmement talentueux. Et surtout, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que dans la télévision rentre le regard intérieur qui rentre sur les plateaux télévisuels. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place, c'est que on commence à assister, avec la présence de Mireille, au processus de construction du rapport au monde, je dirais intime, de chacune des personnes présentes, et chacun, à son échelle, se regarde lui-même et essaye de s'y retrouver. Donc finalement, la question qu'on va en tirer quand on éteint la télévision après ces belles émissions, on se dit, mais dans le fond, ces personnalités, elles sont exactement comme nous. Voilà. Alors, je vais passer vous allez écouter Mireille, là. Je me tais. Ah non, peut-être que de temps en temps, je te poserai des questions, mais ce que je voudrais, c'est que tu nous dises comment cette idée, effectivement, de la proximité avec l'autre, ça va naître. Et c'est bon, je sais ce que tu vas répondre plus ou moins, mais finalement, il y a une chose qu'il faut absolument prendre en compte dans nos occupations quotidiennes, c'est la puissance de l'ennui. Chère Mireille. C'est vrai, je me suis beaucoup ennuyée pendant l'enfance. Mais au-delà, je rebondis sur la porte, parce que pour moi, c'est franchement, d'un point de vue visuel, c'est très très fort. Lorsque j'étais petite, moi je suis née donc d'une famille de 6 enfants, et lorsque j'étais petite fille, c'était ma mère qui était mon institutrice jusqu'à l'âge de 11 ans. Et j'habitais à la campagne, donc dans une école où il suffisait d'ouvrir une porte pour passer de la maison à l'école. C'est vraiment une porte qui s'ouvrait. Et d'un côté, j'avais ma mère, que je tutoyais, donc maman tu, la porte s'ouvrait et ça devenait Madame vous. Et j'ai toujours remercié ma mère finalement d'avoir posé finalement cette appellation. Ça m'a empêché de devenir, j'ai souvent dit, schizophrène. Voilà, j'avais maman tu dans l'intimité et madame vous. Cette porte, je pourrais aussi parler de la fenêtre. Quand j'étais enfant, et là, je réponds à l'ennui. J'ai passé de longs moments assis sur les grands radiateurs qui étaient en fonte de la maison et à regarder à travers la fenêtre. Je pense que j'ai été aussi parfois souffreteuse, un peu malade. J'aimais bien rester à la maison. Et j'aimais bien, surtout l'hiver, être assise sur ce radiateur. J'avais bien chaud. Je ressentais toute la chaleur de la maison et je regardais à travers la vitre les enfants, parce qu'il y avait la cour de l'école juste en face, les enfants qui jouaient dans la cour de l'école. Et je me disais, la vie est là, il faut qu'elle vienne me chercher. Mais moi, j'étais à l'intérieur et j'ai eu le sentiment, en plus, une cour d'école, une grande grille, vous imaginez, avec un mur. C'était un mur de ferme. Et l'école était juste sur le passage entre l'église et le cimetière. Donc, c'était quand même relativement triste. Alors, ça étonne toujours mes frères et sœurs lorsque je raconte ça, parce qu'on n'a pas évidemment la même vision de l'enfance. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir une enfance, justement, d'avoir grandi dans un huis clos, même si on parcourait évidemment la campagne, mais d'être enfermé dans ce huis clos. J'appelle ça presque même une maison d'âme. J'étais à l'écoute finalement des bruissements de la maison. C'est tout un univers intérieur. Et alors et c'est peut-être un peu le paradoxe qui m'a conduite à aller vers les autres, c'est que ma mère, qui était mon institutrice, nous parlait de tout. Mais vraiment de tout à l'école. Il y avait eu d'ailleurs des violences faites sur enfants, donc très tôt, très jeune, elle nous expliquait que notre corps nous appartenait, qu'on devait se défendre, qu'il fallait absolument, qu'il y avait des interdits. Assez tôt, elle a parlé évidemment aussi en avance, mais de l'avortement, le droit de pouvoir ou non avoir un enfant. Donc il y avait une éducation comme ça qui était très très en avance. Mais à côté de ça, tous les sentiments, tout ce qui était de l'ordre de l'intime ne se disait pas. Alors moi, je n'ai jamais entendu, et ça ne m'a pas traumatisée, je vous le dis tout de suite, ma mère me dire « je t'aime », me dire des mots d'amour comme ça. Ça ne se disait pas, je savais qu'elle m'aimait. Mais
aucun chagrin, enfin rien ne s'exprimait. Mon père était mort, j'avais 3 ans, je sais que je le cherchais quand j'étais toute petite, j'ai des images où je le cherchais dans le grenier, dans la grande horloge, c'est une grande horloge où je pouvais entrer dans l'horloge, voilà, et je l'appelais, je faisais papa, papa, ce sont des images très fortes que j'ai encore en moi, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, et peut-être même plus jeune, et voilà, mais tout ça, je savais que je ne devais pas en parler à ma mère, que j'allais provoquer du chagrin. Enfin, en tout cas, voilà, rien ne se disait de tout ça. Et j'ai grandi avec cette soif, franchement, d'aller vers l'autre. Et je me disais que la vie était ailleurs, qu'une vie aussi, c'est court, c'est long en même temps, mais j'avais envie d'embrasser la vie des autres. Voilà, savoir comment tous les autres se dépatouillaient avec cette vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé, évidemment, le journalisme. Et au départ, je me suis dirigée vers des univers clos. Et étonnamment, la première expérience que j'ai faite, je vous dis ça parce que c'est en droit fil avec ce que vient de dire Pascal, je suis allée d'abord dans les hôpitaux psychiatriques. Et j'ai travaillé avec un grand monsieur du théâtre qui s'appelle Peter Brook. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, qui faisait du théâtre expérimental. C'était pas du tout pour jouer sur scène. Mais donc, je suis allée au-devant des malades mentaux. On travaillait dans les hôpitaux psychiatriques pour essayer de communiquer au-delà justement, pour essayer de sortir de l'enfermement ces personnes et qu'il y ait une communication à l'autre. C'est un travail qui m'a beaucoup aidée, franchement, pour le futur. Dans mon métier. Et puis ensuite, bon, alors il y a eu d'autres, les prisons. Je suis allée dans les prisons, et dans des lieux clos. Et puis les masques. Évidemment, les masques, c'était la marginalité. C'était, vous remettez les années, c'est avant 2000, donc c'est 10 ans avant, années 90. Il y avait de grands tabous dans la société française. On parlait pratiquement pas de l'homosexualité, pas du tout de la transsexualité, pas du tout des violences faites aux femmes, aux enfants. Enfin bon, il y avait beaucoup de sujets, et il me semblait intéressant d'essayer d'avoir une grille de lecture. Moi, j'aime bien les titres. Si vous remarquez, les titres de mes émissions donnent de toute façon le concept. Les masques, c'était, comme dirait Virginia Woolf, la traversée des apparences. C'était, faire tomber les masques. Qu'est-ce qui se passe? On était dans une société aussi où la parole n'était donnée à ceux qui avaient le pouvoir de la prendre, des intellectuels au milieu bourgeois. On n'entendait pas les anonymes parler de leur vie. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'était d'aller chercher ces expériences. Alors plus que la vie privée qui viendra plus tard, c'est la vie intime, ce sont les perceptions d'intime. C'est ça qui m'intéressait, c'est comment la société nous permettait ou non d'ailleurs de vivre sa différence. Bon, parce que évidemment, c'est intéressant de parler de l'intime, mais c'est aussi la place de l'individu dans la société. C'est toujours ce va-et-vient qui m'importait. Et donc, le parcours aussi d'un individu. Après, il y a eu effectivement la vie à l'endroit, dans des lieux publics et dans des lieux privés. Et ensuite, donc, nous arrivons aux années 2000 avec vie privée, vie publique. Alors, chaque émission est née, en fait, de l'autre. Je crois que la dernière année de la vie à l'endroit, j'avais lancé une émission, enfin une seule, mais qui s'appelait « Ma vie privée sur la place publique ». Parce que je ressentais que la frontière entre la vie privée et la vie publique était en train de se fragiliser, de changer. Ma vie publique ? Oui, c'est la première émission dans la vie à l'endroit, ça s'appelait « Ma vie privée sur la place publique ». Et c'était effectivement des vies qui se retrouvaient parfois fracassées, qui avaient été jetées en pâture. Donc j'avais un petit peu... c'est ce qui m'avait intéressé dans cette émission. Et puis, c'est l'époque, donc 98-99, je ne suis pas sûre, mais c'est l'affaire Bill Clinton, Monica Lewinsky, ça vous dit quelque chose peut-être, où pour la première fois, ça faisait la vie privée, enfin, ce qu'on appelait justement, ce qui était avant ce qu'on ne savait pas. Donc, la vie privée d'un homme politique était mise sur la place publique. Elle portait plainte, etc. Et ça faisait quand même... il y avait des questions à partir de là qui se sont posées et qui ont changé d'ailleurs la donne. Jusqu'où on peut aller dans la transparence, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire.
Et puis aussi 2000, c'était le début d'Internet. Internet est arrivé à la fin des années 90. En France, ça a été surtout au milieu des années 2000. Justement, tout au début des années, enfin en 2000, c'était le questionnement. Comment cette révolution informatique, technologique allait changer nos vies? Est-ce que... Moi, je me souviens que l'une des premières émissions a été, ça s'appelait Nous sommes tous fliqués. Attention, nous sommes tous fliqués. On a failli d'ailleurs être interdit d'antenne pour toute la suite. Ça a été très mal vécu, mais on posait la question. Maintenant, tout le monde demande des caméras, par exemple. Dans les rues, on veut des caméras pour la sécurité. Mais revenez 20 ans en arrière, les premières caméras qui étaient installées dans les rues, mais on vivait ça comme un crime une ingérence dans notre liberté individuelle. Bon, se posait aussi la question des téléphones. On se disait, mais alors on va pouvoir à tout moment, on va pouvoir s'apercevoir, voir où nous nous trouvons. C'était tout le secret de je passe à la justice, le secret de l'instruction. On sentait que ça commençait à voler en éclats, le secret médical. Enfin, il y avait tout un questionnement comme ça qui s'est posé à travers vie privée, vie publique. Et puis, c'est aussi l'époque, vous devez vous rappeler, où il y avait les premiers coming out des hommes politiques, et il y avait ACT UP qui outait aussi contre leur gré, donc certains hommes politiques qui étaient homosexuels. Donc se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on doit être totalement transparent, de façon toutes ces questions. Et alors ACT UP, et c'était des grands débats que l'on menait à la télévision, parce que ACT UP estimait que, par exemple, un homme politique qui dans sa vie privée était homosexuel et qui était publiquement, en tout cas, s'opposer à l'homosexualité, il fallait l'outer contre son gré, puisqu'il était en contradiction avec ses opinions. Donc c'était le genre de questions qu'on posait, on est d'accord, pas d'accord, etc. Et donc il y avait évidemment confrontation il y avait des politiques qui venaient aussi parler, il y avait confrontation d'opinions, évidemment. Par exemple, je vous donne cet exemple-là. Quand tu as commencé vie publique, vie privée, est-ce que tu avais l'idée de ce que tu allais en faire, dans le sens où est-ce que tu avais l'idée de la puissance de l'image? Je voudrais savoir, c'est quand tu travailles l'image, parce que finalement c'est ton écriture, est-ce que là tu sais que tu vas avoir une influence sur des millions de gens? C'est pas 3 personnes qui lisent, qui voient. Donc je voulais savoir si tu avais conscience déjà, effectivement, tu le dis, tu viens de le dire, mais justement dans cette lecture du monde jamais montré. Donc, une espèce d'un sentiment d'exploration. Est-ce que toi, tu étais dans cette posture-là? Oui, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être dans une recherche. Ouais. En fait, je suis dans une recherche. En même temps, je suis devenue... j'étais quelqu'un de l'écriture, et je suis passée à l'image aussi, en devenant réalisatrice, en passant derrière la caméra et en filmant aussi ce que je ne faisais pas sur les plateaux de télévision, mais en filmant ceux que j'interviewais. Ce qui fait que j'étais en même temps dedans et en même temps extérieur. Il y avait je pense que la journaliste que je suis est à l'extérieur, mène des entretiens, et la réalisatrice avait tendance à plonger, ou a tendance toujours d'ailleurs à le faire, à plonger plutôt dans la tête de l'autre pour essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est toujours ce qui m'a fascinée finalement, c'est comment ça fonctionne, comment nous fonctionnons, évidemment. Mais pourquoi est-ce que tu as pris des personnalités plutôt que des gens Eh bien parce que c'est ce qui m'a toujours intéressée. Ça pose la question de la télé, hein, c'est un peu ça. Mais bien sûr. Mais de même que voilà, que je suis allée voir des prisonniers, que je voulais comprendre un passage à l'acte, comment d'une vie, on va dire, à peu près normale, on commet un acte incroyable et on devient horrible parfois, et on devient évidemment un paria de la société. Ça m'a intéressée. De même que ce qui m'a intéressée, c'est comment on devient numéro 1. Comment on prend les feux de la rampe, comment on devient numéro 1 dans son domaine, et parce que de toute façon ce sont des vies. Avant d'être quelqu'un de connu, une célébrité, vous êtes d'abord un anonyme, et heureusement il y a on est tous pareils. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette construction justement, c'est comment l'enfance nous construit, nous déconstruit.
parce qu'elle peut nous déconstruire, de même qu'elle peut... Moi, ma mère, j'ai eu la chance qu'elle me donne finalement beaucoup d'armes en tant que citoyenne et être humain, mais ça peut nous fracasser, on le sait. Donc c'est ce parcours-là, comment la société aussi nous aide à nous épanouir ou non, et c'est tout ce parcours qui m'a intéressée de mettre en lumière. Justement, je pense à, puisque dans le livre pour les 40 ans, là, j'ai pris Yannick Noah par exemple, qui est devenu, bon, vous le savez, numéro 1 donc au tennis. C'était intéressant de reparler avec lui de son parcours, parce que ce qui est ressorti de façon très très forte, c'est bon. D'abord, effectivement, il est né d'un père camerounais et d'une mère française, de Sedan. Et lorsqu'il est arrivé en France à l'âge de 11 ans pour suivre sport-études, je crois que c'était à Nice, tant que je me souvienne, en tout cas, il a été traité de bamboula. Et ce terme bamboula, ça a été, c'est là-dessus, en fait, qu'il a pris sa force. Il a dit bamboula, vous me traitez de bamboula, eh bien vous allez voir, je vais tous, alors, faut le mettre entre guillemets, hein, parce que c'est la façon dont il parle, je vais tous vous massacrer. Il parle du sport, évidemment. C'est, je vais y aller, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Et donc, c'était intéressant, par exemple, avec Yannick, de voir quel était le moteur pour lui de sa réussite, de son combat, par exemple. Et est-ce que tu crois que tu étais dans une sensibilité particulière de l'époque? Je pense notamment, comme Godard vient de mourir, je reviens effectivement à la Nouvelle Vague. Et la révélation de la Nouvelle Vague, c'est qu'il nous a intéressés avec rien. Au sens, il nous a intéressés avec la vie quotidienne. Il nous a montré effectivement de l'intime, mais de l'intime parfois complètement secondaire par rapport à ce que pourrait être un créateur parfait. C'était l'inverse. Et je voudrais savoir, comme toi, tu as quelque part aussi, derrière ton travail, tu as l'exigence de la télévision, avec sa censure, avec son regard, oui, avec peut-être les difficultés, parce que j'imagine que tu es bien obligé de passer par des censeurs, en tout cas des gens qui vont surveiller ce que tu fais et éventuellement intervenir. Oui, pas tant que ça. Non, c'est par rapport au quotidien que je dis ça. C'est-à-dire que je crois qu'on ne comprend pas que notre intérêt à tous, c'est de vivre. Et vivre ensemble, ou vivre seul d'ailleurs, c'est pas grave, mais que le quotidien, c'est une dynamite politique absolue. Ah oui. Si tu commences à regarder comment les gens vivent, si on regardait vraiment, on aurait peut-être fait beaucoup de progrès en démocratie, par exemple. Mais comme le propre même de la République, c'est de rassembler et d'éviter effectivement qu'il y ait des individus qui sortent, là, tu présentais par le biais des intouchables, parce que dans le fond, tu as interviewé des intouchables. Beaucoup. Voilà. Oui, donc, je ne sais pas si toi, tu as eu même cette espèce de réflexion sur tes choix. Si, bien sûr. Oui, j'imagine, mais ça doit être des longues discussions. Oui. D'ailleurs, ça, juste pour quand j'ai tourné ce film qui s'appelle Des ordures et des hommes, dont tu as parlé, c'est un documentaire, donc avec, je vais dire, le GIGN des éboueurs de la ville de Paris, puisqu'ils interviennent effectivement dans les camps de migrants. Ils interviennent après le Bataclan, parce qu'on ne le sait pas. Ça, bien sûr, il y a les infirmiers, il y a les pompiers, mais après qui nettoie ce qui se passe là, les scènes abominables, de désastres et tout, ce sont les éboueurs, et ça on ne le sait pas. Et donc quand j'ai lancé ce film, on m'a dit: ah bon, mais tu passes des étoiles, des stars aux ordures? Et voilà. Je résume. J'ai dit oui, bien sûr, puisque d'abord tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Oui. Et puis d'autre part, c'est ce qui est justement intéressant, c'est que là on va au bout du bout, parce que le déchet, c'est ce qu'il y a de peut-être. Là, on questionne vraiment la relation la plus secrète, la plus profonde de soi, de l'individu au déchet. Et comment est-ce que tu reçois, par exemple, aujourd'hui, on en a parlé hier, les messages, je dis pas, je ne les présente pas, des influenceurs. Comment tu vois cette relation au rien, absolument, tout est à vendre? Non, je dis ça parce que c'est le passage du public au privé avec rien. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, voilà. Moi, je suis un petit peu je suis très attristée, dans le fond. Il y a quelque chose de triste. Je ne voudrais pas quitter ce monde en étant triste.
Je m'y refuse. Mais il y a quelque chose de triste. C'est que, en fait, dans toute cette démarche, l'idée était d'aller chercher quand même, justement, ceux qui étaient à l'écart. Ceux qui les incompris, et même d'essayer d'aller chercher, mais pour rassembler, pour revenir dans l'humanité, dans quelque chose de collectif. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, enfin, en même temps, il y a des choses extraordinaires qui se passent avec les réseaux sociaux, évidemment, mais ce qui me chagrine, c'est que les réseaux recréent des communautés d'esprit. Alors, je réponds pas tout à fait à la question, mais ça, enfin, c'est une chose qui m'importe. C'est que les gens se parlent entre eux de plus en plus. Ça se resserre, ça se replie. Et ça, ce repli-là, moi, c'est tout le contraire de mon envie d'aller vers les autres et de communiquer dans cette plus que la vie privée qui ne m'intéresse pas. C'est en fait la perception de l'intime, voilà, qu'on peut partager, qui est partageable, que tout le monde partage d'ailleurs, que vous lisez dans les livres, dans les romans, au cinéma. Quand on est au tribunal, qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte, enfin en tout cas, un avocat face à quelqu'un qui a commis, peu importe le crime, l'acte n'est pas excusable, mais après il va défendre l'homme. Il va y avoir le témoignage. Donc le témoignage, il est essentiel dans notre histoire. Bien sûr. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, je me suis perdue en route, certainement. Non, par rapport à la mise constante en exergue du quotidien. Et je disais à quel point ce resserrement, voilà, avec sur les communautés, quelque chose de, voilà, franchement, moi, m'attriste. Maintenant, les influenceurs, c'est tellement, c'est un fait de société. C'est aujourd'hui, c'est sur le rien, c'est sont les nouveaux, je sais pas, c'est quoi, c'est comme de la pub. C'est les nouveaux publicistes je dirais des publicistes pour les jeunes, pour des jeunes qui n'ont pas envie de trop réfléchir. On va le dire comme ça. Genre, je sais pas, c'est absolument pas mon univers, mais absolument pas. C'est assez désespérant, quoi. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez, si on en venait aux questions ? Oui, pardon. Moi, je voudrais juste je voudrais juste ajouter une chose qui me semble intéressante à dire, c'est que pendant, on va dire, les années 90, on parlait beaucoup d'une télévision de femmes. Et voilà. Et l'intime était réservé. On avait l'impression que c'était les femmes, voilà, dans le gynécée, qui parlaient entre elles, etc. Et c'était beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui venaient témoigner. Et souvent, pas à leur nom personnel, c'est ça qui était beau. C'est quand elles avaient vécu, mettons, la perte d'un enfant, un drame, etc. Et qu'elles venaient à la télévision en face de moi, elles venaient parler au nom de tous. C'était un jeu qui devenait nous. Et souvent, les femmes montaient des associations, d'ailleurs, pour essayer d'abord de partager la douleur, mais aussi que cette expérience douloureuse ne reste pas vaine et qu'on puisse faire, enfin, en tout cas, avancer sur certaines lois, etc. Ça, ce sont les années 90. Et au début des années 2000, petit à petit, et c'est flagrant dans vie privée, vie publique, alors j'ai vu des hommes arriver, mais parfois le plateau était plus masculin que féminin. Des hommes qui acceptaient de parler de plus en plus de l'intime, qui acceptaient de montrer aussi des fragilités. Et les femmes, parfois, étaient un peu plus, devenaient un peu plus, qu'est-ce qu'on va dire, enfin voilà, de plus en plus de femmes d'entreprise venaient aussi avec des qualités qu'on donnait avant, voilà, aux hommes, qu'on attribuait aux hommes, avec une virilité plus développée. Mais c'était intéressant de voir tous ces hommes arriver et accepter de se montrer fragiles. Oui, bien sûr. Et de dévoiler cette part qui était avant, effectivement, qui restait, tu l'as dit tout à l'heure, Pascal, il y a des continents entiers qui ont été détruits, qui sont comment on appelle ça, les écritures intimes, le journal intime des femmes, qui restait dans les tiroirs. Il y a peut-être, on est passé certainement à côté d'écrivaines formidables, parce que tout était caché et détruit. Bon, moi, je propose de continuer avec Mireille, mais avec vos questions, parce que peut-être que vous en avez à lui poser, et profitons-en pendant qu'elle est là.
Non, c'est trop intime comme question, peut-être. J'ai une question à l'étage. Je vois pas, il y a quelqu'un là. Juste là. Moi, j'avais une question pour vous en tant que journaliste et productrice d'émissions. Vous n'avez pas l'impression par moment de justement franchir la limite entre vie privée et vie publique? Et en tant que journaliste, quelles sont les limites en fait et les frontières que vous vous fixez quand vous rentrez dans la sphère du privé et de l'intime? Voilà, elles se mettent toutes seules, les frontières. D'abord, voilà, la grande différence avec Internet où la vie privée peut être... on peut étaler sa vie privée, le faire soi-même, mais souvent, on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas forcément voulu. Déjà, quelqu'un qui vient témoigner, c'est une démarche. Donc, il vient déjà de lui-même, il sait exactement où il vient. En général, il y a ou c'est un portrait ou c'est un thème qui est assez précis. Donc là, déjà, bon, ça pose les choses. Et puis après, vraiment, alors là, ça se fait j'allais dire, à l'intuition. C'est-à-dire moi, je sentais jusqu'où je pouvais aller. Il m'est arrivé à plusieurs reprises que quelqu'un tombe en larmes. Et à chaque fois, je demandais, voilà, on s'arrête, évidemment, parce que j'étais moi-même gênée. Et 9 fois sur 10, la personne disait non, je suis venue parce que je veux apporter ce témoignage, c'est pas grave et tout, on continue. Donc bon, voilà. Et après, il est arrivé il m'est arrivé de ressentir que voilà, j'étais à la limite, donc je n'y allais pas. Mais c'est quelque chose qui se ressent. Mais plus que d'ailleurs de vie privée, j'y reviens parce que vie privée, vie publique, c'est vrai que c'est un titre qui sonne bien. D'ailleurs, on n'a pas dit que pendant 1 an, les journalistes m'ont demandé quand même ce que ça signifiait, en 2000, vie privée, vie publique. Maintenant, on en parle comme si c'était une chose acquise. Mais on me disait, mais c'est drôle ce concept, vie privée, mais publique, mais pourquoi? Et j'ai passé l'année à expliquer à des journalistes ce que ça a signifié et à quel point cette frontière était en train de bouger. Mais en fait, c'était pas pour la franchir, c'est pour mieux la questionner. Moi, je ne suis pas... je suis même... Quand je dis je ne suis pas certaine, c'est une litote, que l'on doit être transparent. Moi, je mets des rideaux à mes fenêtres. Je ne vis pas avec les autres. Donc je pense que l'intimité la plus profonde, dans le fond, elle n'est jamais dite comme ça directement. Il y a une espèce de jardin secret qui reste. Moi, ce que j'interroge, c'est cette part d'intime qui est partageable, j'ai envie de dire. Ce sont les perceptions de l'intime qui sont partageables sur la vie, la mort, les grandes questions de société, etc. Alors après, bien sûr, chacun, et en plus, c'est en fonction de chacun. Moi, je vais vous parler de choses, vous allez dire, oh là là, elle en parle, elle a le courage d'en parler. Non, ça me vient tout seul, et puis je vais être stupéfaite par ce que va me dire l'autre. C'est que la perception de notre intimité est tellement, tellement différente en fonction de chacun. Donc c'est quelque chose qui se tricote. Voilà, c'est le mot que j'ai envie d'employer, qui se tricote à 2 ou à plusieurs. On sait jusqu'où on peut aller. Enfin, en tout cas, je pense que si j'avais débordé, si j'étais allé trop, on peut aller loin, mais dans d'autres questionnements. Je ne sais pas si on est avec un homme politique, c'est un autre questionnement. À partir du moment où on est dans l'intime, c'est quelque chose de plus qui est plus fragile. Donc on doit c'est quelque chose qui se ressent. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai raconté un petit peu moi comment j'avais vécu, quelle enfance j'avais eue, parce qu'elle me semble importante par rapport à ma propre construction. D'être dans l'écoute. Voilà, cette écoute. J'étais dans l'écoute en étant enfant, mais vraiment, j'ai toujours été dans cette écoute qui fait que lorsque vous êtes dans l'écoute, d'abord, vous vous oubliez vous-même. Enfin, moi, je sais que quand je suis en entretien, je suis complètement avec l'autre. Et je suis dans cette écoute-là qui permet cet échange et en même temps, la journaliste que je suis,
toujours cherché à le retranscrire. J'ai toujours cherché les mots les plus simples. Ce qui m'a toujours intéressé dans les émissions, c'est de pouvoir... Je vais prendre l'image d'un millefeuille, vous voyez, où il y a plein de tranches. J'aimais bien que l'échange puisse être compris par des personnes qui ont des niveaux différents de compréhension. Ça me semblait important de pouvoir parler à tout le monde et qu'on puisse prendre ce qu'on avait à prendre. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais si ça vous va. Il y a d'autres questions? Oui, et ça va dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je sentais jusqu'où je pouvais aller. Ce qui m'a intéressé, c'est comment nous fonctionnons. Et j'ai l'impression, est-ce que là aussi, il n'y a pas eu l'expérience que vous avez eue en psychiatrie avec Peter Brook? La psychiatrie, c'est l'écoute, vous l'avez dit. C'est comment nous fonctionnons, jusqu'où on peut aller. Je n'ai pas bien... je voudrais connaître l'influence. Vous êtes... Je ne vous vois pas, en plus, non. je parle... Elle est là. Elle est où? Non, vers le milieu. Pardon. Voilà, d'abord, oui. Voilà. Alors, dites-moi, pardon. Voilà, alors je me suis mal exprimée. Non, je vous en prie. J'ai trouvé... Vous parlez de l'influence de votre enfance sur votre travail, mais je trouve qu'il y a aussi l'influence de votre expérience fameuse en psychiatrie. Oui, à savoir, sûr, et ça se retrouve dans vos phrases, l'écoute, jusqu'où je pouvais aller, comment nous fonctionnons. Ça a été un cadeau de la vie que d'être passé avec Peter Brook. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est un cadeau que je me suis... Alors, c'est un cadeau de la vie, et en même temps... Enfin, je n'ose pas dire ça, mais je me le suis fabriqué aussi. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une attirance. Je suis allée vers ce théâtre que je ne connaissais pas. Et alors, je vais vous raconter comment, quand même... Je vais vous répondre parce que ça va vous passionner. Comment on travaillait pour justement communiquer avec l'autre qui était enfermé, parce qu'on était vraiment dans l'hôpital psychiatrique avec des malades, mais très profondément atteints, bien sûr, et qui faisaient de l'ergothérapie quand on est arrivé. C'est-à-dire ils mettaient des petites perles. Il n'y avait aucune communication. Il y avait des oligophrènes. Il y avait des gens qui avaient des problèmes forts. Et le travail avec Peter Brook, le travail qu'on a fait dans cet hôpital psychiatrique, et c'était son travail, c'était on ne communiquait pas avec les mots avec lesquels je vous parle. En fait, on communiquait en iranien, ancien, en perse. Donc on avait appris, il nous avait appris, je me souviens encore de phrases entières. Peter Brook, oui. On travaillait à base d'iranien, c'est-à-dire avec des mots, par exemple elélé ou elélé, ou je vous donne des mots comme ça. Pourquoi? Parce que si on travaillait avec nos mots, qui sont signifiants, si on dit père, voilà, ça veut dire tout de suite quelque chose pour l'autre. Donc on avait une grille de travail qui était avec des mots qui n'avaient aucun sens. C'était bon, il s'avère que c'était de l'iranien, mais bon, on apprenait des mots. Et en fait, on communiquait, et surtout les malades mentaux pouvaient communiquer ce qu'ils ressentaient, c'est-à-dire qu'ils imitaient ce qu'ils voulaient. Donc ils avaient envie de pleurer, ils pleuraient, ils pleuraient, ils avaient envie de rire, ils le disaient en s'exprimant dans la joie. Et la construction de cette relation, en tout cas de tout ce travail, était beaucoup à travers des mots comme ceux-là. Et puis, bon, c'était, vous savez, c'est le théâtre pauvre de Peter Brook, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des cartons et des bâtons. Donc les cartons, on en faisait ce qu'on voulait, ils pouvaient en faire des maisons, des voitures, etc. Ça développait totalement l'imaginaire. Et ça a été absolument une expérience magnifique, puisque au bout de 3 mois, on a réussi à faire une pièce de théâtre qui a duré pendant 1 heure. Voilà, où chacun a pu exprimer, et on sentait la douleur, la joie, enfin beaucoup de choses, y compris d'ailleurs, c'était très très beau, ça c'est encore autre chose, c'est une autre expression de ce travail, mais il y avait un monsieur qui tremblait en permanence, qui ne pouvait pas s'arrêter, un Parkinson, mais très avancé avec une maladie mentale et tout, et il ne pouvait pas s'arrêter. Pendant 1 heure, il avait choisi de faire un arbre.
Et c'était magnifique parce qu'il a fait l'arbre pendant 1 heure sans bouger et tout. C'était superbe. C'est une expérience qui m'a évidemment énormément marquée, vous avez raison, à tel point que le premier papier que j'ai fait pour Le Monde, c'est ce que j'ai raconté. C'était Pierre Viançon-Ponté m'avait demandé de raconter cette expérience qui... voilà, en tout cas, qui permettait, c'était sortir de l'enfermement intérieur. Et nous y sommes retournés 1 mois après, et ce qui était, voilà, parce qu'il fallait qu'on continuait, on avait d'autres, moi j'étais en plus étudiante, etc. Mais ils étaient retournés à l'ergothérapie tous, donc ça nous a rendu très tristes qu'il n'y ait pas de prolongement, voilà, en tout cas le théâtre qui est souvent, qui fait du bien. Mais enfin là, c'est un travail particulier. Ouais, mais c'est bien sûr, c'est quelque chose de très fort parce que ça, effectivement, et tout le travail de Brooke, on travaillait aussi en fermant les yeux quand on était, alors là, avec lui sur scène dans l'atelier de théâtre, on travaillait beaucoup en fermant les yeux, et en pensant des choses et qu'on devait communiquer. Par exemple, on devait penser fort à quelqu'un. Vous voyez, on était, mettons, 10 de chaque côté. Il fallait penser à une personne d'en face. Et en fermant les yeux, chacun devait se déplacer. Vous voyez, il allait loin. Hein. C'est un théâtre du corps. Voilà, un théâtre du corps pour qu'on ressente les perceptions, etc. Ouais. Et donc, ce travail, effectivement, a été très, très, très important pour moi. Mais j'y étais prête. Je suis ici pour une autre question. Là-bas, Mireille. Ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je suis pas très télévision, alors du coup, je connais pas très bien vos émissions. Mais avoir le titre vie privée, vie publique aussi et bas les masques. Moi, je voulais faire la publicité pour une autre émission parce que je suis audiophile, c'est-à-dire Les Pieds sur Terre, qui est une émission de Radio France et France Culture, et où on vient interroger des gens dans leur vie privée et qui expriment, en tous les cas, leur vie privée eu égard aux faits de société. Et c'est tout à fait étonnant. Alors c'est pas bas les masques, mais c'est vous qui êtes anonyme. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie privée et de vous mettre en tous les cas en phase avec les phénomènes de société? C'est une émission tout à fait étonnante qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Ah oui. Ouais, c'était l'émission de Marie-Hélène Freissey, au départ, effectivement, qui a travaillé pratiquement un travail anthropologique aussi, effectivement. Ouais. D'ailleurs, je disais à Pascal juste avant d'entrer que c'était, parfois on me disait c'est un travail, tu fais de la psychologie. Bon, moi je n'ai jamais fait de psychanalyse. Je pense que je n'aurais pas pu interviewer de la même manière. C'est impossible. Je le disais souvent, je disais mais non, c'est impossible. Je ne pourrais pas poser ces questions-là de cette manière-là. Ça serait. Et alors quand je disais ça à quelqu'un de télévision qui me disait mais non, tu n'as rien compris, tu n'es pas psychologue, tu es ethnologue. Et puis quelqu'un est arrivé, il m'a dit mais non, mais c'est de l'anthropologie. C'est compliqué. C'est compliqué. Une question qui, ici. Ah, pardon. Pascal. Au premier rang, Pascal. Il lève la main. Oui. En fait, c'est pour vous deux. Dans quelle mesure le phénomène Mireille Dumas, avec les émissions dont on parle là, répond à un état de la société à un moment donné? Deuxième question, dans quelle mesure Mireille Dumas et ses émissions ont influencé la société dans leur rapport privé-public? Troisième question, dans quelle mesure la révolution du numérique que nous connaissons et qui a été évoquée juste avant avec les réseaux sociaux participe d'une destruction de ce modèle ou de la construction d'un autre modèle, parce que je le crois totalement décalé, et l'exemple des influenceurs, rien que le mot, moi, me fout en l'air. Bon, mais est-ce que ça veut dire que ce phénomène qui a succédé à ce que tu as pu faire, est-ce que ce phénomène-là traduit un changement complet pour l'ensemble de la société, ou est-ce qu'on a un phénomène générationnel qui fait que ceux
la façon dont Mireille Dumas a fait rentrer cette articulation vie privée dans la société est restée pour des gens, en gros, de l'âge de ceux qui sont ici. Oui, il se trouve qu'en préparant l'émission, on a discuté de cette question-là avec Mireille, et elle racontait comment, effectivement, la télévision a pu permettre de se transformer complètement les relations à l'intérieur même des familles, c'est-à-dire qu'en montrant effectivement à la télévision ce qu'on pourrait appeler des coming out ou autre chose, ça, le mot n'a pas d'importance, mais je veux dire, le fait déjà qu'on soit dans une représentation de l'intime sur le petit écran a permis à des familles entières de comprendre pourquoi certaines personnes dans la famille même avaient des réactions différentes, n'appartenaient pas au même milieu, étaient homosexuels, étaient tout ce qu'on veut, etc. Et c'est dans ce sens-là, vous avez raison, il y a de toute évidence une influence sur la société de la télévision. Il se trouve que tes émissions touchaient pour la première fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, au cœur direct de systèmes familiaux ou qui étaient des tabous, et qui d'un seul coup étaient entendus et qui étaient énoncés par des personnalités. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, donc, je reviens à Bas les masques parce que c'est là où, franchement, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, je recevais du courrier, qui arrivait à France Télévisions, qui diffusait, mais c'était des sacs poubelles entiers, remplis de lettres qui arrivaient, et pas simplement de France, de Tunisie, où l'émission en plus était diffusée encore plus tôt. Donc ça arrivait, mais c'était un déferlement. On a dû employer quelqu'un qui répondait au courrier, tellement la demande était forte. Il y avait aussi, il faut se remettre dans ces années-là, avant il y avait les éducateurs, peut-être les curés, j'en sais rien. En tout cas, il y avait des personnes qui entendaient des repères voilà. qui avaient disparu. Donc ça, c'était tout à fait impressionnant. Et ce que je racontais à Pascal tout à l'heure, c'est il y avait, au-delà de ça, des lycées, des universités, des écoles. On avait plein de demandes. Beaucoup d'émissions étaient sujets à discussion ensuite dans les lycées et à l'école quand on aborde. Enfin, j'ai oublié, mais on a fait les enfants et la guerre, les enfants qui étaient traumatisés. On a fait une émission sur la folie. Et bon, évidemment, ça, je n'y ai pas échappé, mais on a fait tellement de thèmes qui étaient sujets à discussion. Et à 2 reprises, j'ai eu le témoignage de parents, et c'était très troublant, les parents d'un jeune garçon qui était homosexuel et d'un autre qui s'appelait Luc, qui avait le sida. Période sida, 90, tout début, c'est là où ça a changé, aussi la société a changé, enfin, la perception de la sexualité a complètement changé avec l'arrivée du sida. Et Luc n'arrivait pas à le dire à ses parents, ou il le disait, il ne le croyait pas. Enfin, de toute façon, on ne parlait pas du sida à l'époque. Et il est venu à l'émission, il a fait un témoignage, moi c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué, parce que ça m'avait vraiment bouleversée. C'était l'une de ses premières relations sexuelles. Il y avait aussi une autre jeune fille qui avait apporté le même témoignage, et il s'était retrouvé à être séropositif. Et à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Et donc, les parents, et c'est ça, moi j'ai vu les parents, ils sont venus me voir, et puis on a en plus retourné avec eux, expliquer à quel point ça avait été pour eux salvateur. Et pourquoi quand quelqu'un demande mais pourquoi on vient à la télévision témoigner, etc., etc. Mais parfois il s'avère que lorsqu'on va, c'est pas forcément la télévision, lorsque l'on parle à quelqu'un, ça peut être même à un café, souvent on est entendu. Dans sa propre famille, on ne peut pas être entendu. Et l'expérience qu'avait fait cette famille, c'était d'avoir leur fils à l'écran. Ils m'ont expliqué, mais on a dû l'écouter, on était là. Non seulement on a dû l'écouter, mais c'est une émission ensuite qu'ils ont enregistrée et qu'ils ont écoutée 7 fois. Et au bout de 7 fois, ils sont allés voir leur fils pour discuter, pour vous expliquer effectivement l'impact que ça peut avoir à l'intérieur des familles et le fait de pouvoir être entendu.
parce qu'il y a plein de choses qui fait que parfois dans la famille on ne peut pas être entendu. Et puis oui, ça a bougé, parce que moi je vois la série Crimes et Passions par exemple, elle est partie aujourd'hui, elle est à l'école de la magistrature. C'est une série qu'on regarde sur comment on traitait en tout cas le crime passionnel. Il y avait beaucoup de choses dans cette série. On a fait bouger les lignes sur l'homosexualité, sur le transgenre, oui, sur les femmes battues, par exemple. Sauf que c'est là où Internet est intéressant et les réseaux sociaux, c'est qu'à l'époque, je me souviens que parfois les journaux s'enflammaient et on avait effectivement, parce que on sortait des chiffres, combien il y avait d'enfants violés dans les familles. Hein, combien il y avait de femmes battues et qui mouraient. Alors tout le monde, on disait, oh là là, il faut que ça change, etc., etc. Donc il y avait beaucoup d'articles, parfois ça bougeait un petit peu, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a la caisse de résonance. C'est le bon côté, on va dire, des réseaux sociaux, c'est que ça peut faire bouger les lignes. Bon, là, c'est l'une des... C'était... Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question ? Mais je crains qu'il nous faille interrompre cette conférence. Je sais que ça va continuer cet après-midi, où dans le fond, les questions sont posées ce matin sur la mémoire individuelle et mémoire collective. Et là, je vous invite, si vous avez le temps, Mireille va signer ses livres dans le foyer. Et puis, on se retrouve à 14h30 ici. Merci. Merci à vous aussi. Pardon.